Bonjour, je suis Fabienne, manifesteur émotionnel 5.1. Je suis dans mon expérimentation en design humain depuis 2017 et je vous en parle ici. Bienvenue. Aujourd'hui, je voulais vous parler de relations. En ce 14 février, on va dire que c'est d'actualité, n'est-ce pas? Mon objectif n'est pas du tout de faire un cours complet. D'ailleurs, il y aura bientôt un atelier cabanesque sur le thème des relations qui sera beaucoup plus on va dire, tourné vers les généralités concernant les relations, sous l'angle du design humain toujours. Non, aujourd'hui, je voulais simplement faire un retour sur quelques réflexions récentes que je me suis faites au sujet de mes relations, de femmes hétérosexuelles, françaises, manifesteurs, émotionnelles, 5.1, définition triple. Donc, ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler, c'est simplement un témoignage. Tout d'abord sur la façon de faire des relations, la façon d'entrer en relation. J'ai pu comparer récemment des relations que j'appelle organiques, c'est-à-dire des relations qui ont commencé d'une façon, on va dire, naturelle, avec des relations commencées de façon virtuelle, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire par des sites de rencontres, des applications de rencontres. Et je choisis de commencer par ça parce qu'évidemment, ça a une importance pour la relation, la façon dont elle commence, etc. Mais c'est aussi, il me semble, particulièrement important dans le contexte du design, où dans le design, l'accent est mis beaucoup sur la façon dont la relation est initiée et savoir si cette relation a été initiée de façon correcte ou pas. Donc je ne vais pas me lancer dans une grande leçon sur le sujet et je ne vais pas forcément non plus essayer de discerner dans mes relations passées ce qui était vraiment correct ou pas, parce que ça reste toujours un peu un terrain glissant à analyser ou à essayer d'analyser. Mais en tout cas, pour mon expérience à moi, il me semble que les rencontres en ligne apportent toujours un facteur d'artificialité, un élément d'artificialité qui, a posteriori, après plusieurs tentatives, me rendent très hésitante, on va dire. J'ai testé les sites de rencontres et les applications de rencontres à plusieurs reprises au cours de ma vie d'adulte, à des moments vraiment très différents de ma vie d'adulte. Des moments où j'étais seule, des moments où j'étais pas tout à fait seule, des moments où... Enfin, plein de moments différents. Et il me semble que on reste toujours en fait dans des critères très mentaux, alors que la rencontre organique se fait fatalement beaucoup plus par le corps en fait. Et comme dans le design, on accorde une grande importance à l'expérience du corps, il me semble primordial de préserver cet élément du corps, de faire confiance au corps plus qu'au mental, qui, par l'intermédiaire d'établissements de critères, de choix, de sélection, etc., risque de fort biaiser l'affaire, sans mauvais jeu de mots. Ne serait-ce que dans la façon dont on se présente, par l'intermédiaire d'un site ou d'une application, on va choisir sa photo, ses photos, on va choisir ce qu'on dit de soi, et ça va déjà mettre un filtre en fait. Alors que quand on se rencontre dans la vraie vie, le filtre c'est notre corps et le corps de l'autre, et la voix, et ce qu'on dit, et le contexte, etc. Et il me semble, en tout cas, encore une fois, pour ce qui est de mon expérience, que c'est quand même quelque chose qui nous permet, cette rencontre organique, qui nous permet d'aller plus directement à qui on est. Parce que quand on s'inscrit sur une application, sur un site, on va faire une liste de critères mentaux de ce dont on croit avoir besoin à l'instant T ou ce qu'on croit vouloir à l'instant T et ce qu'on croit vouloir chez l'autre et quel type de relation, etc. Alors qu'en fait, tout ça, c'est vraiment que du mental et ça peut être complètement déconnecté de là où on est actuellement, en fait. Au contraire de ça, les rencontres organiques que j'ai pu faire sont pour certaines complètement improbables, pour d'autres beaucoup plus convenues dans le cadre de rencontres d'amis ou dans le cadre de rencontres au travail, etc. Mais autant que je me rappelle, il y a toujours cet aspect d'inattendu, de surprise, déjà que j'adore,
et qui me semble être pour le coup la vraie marque de ce qui est la vraie vie, c'est-à-dire telle qu'elle est, qu'elle nous arrive, qu'elle arrive à nous. Si on considère dans le design humain que l'idée c'est d'être le passager de notre corps et le passager de notre vie, c'est-à-dire c'est pas lui qui décide, c'est juste lui qui observe ce qui se passe. Dans les derniers mois, j'ai vraiment fait cette expérience, ressentie très concrètement, que les choses arrivent à moi et que même quand j'impulse certaines choses et quand je fais certaines choses qui passent, qui ressemblent à des choix de ma part, de l'intérieur, je le ressens pas tellement comme un choix, je le ressens comme des choses que j'ai été amenée à faire. Alors je dirais pas par qui ou par quoi, mais j'ai pas l'impression d'avoir choisi de me retrouver à tel endroit, à tel moment, et donc du coup pas tellement choisi de me retrouver devant telle personne, et encore moins choisi ce qui s'est passé ensuite entre nous, etc. Et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant, en tout cas moi c'est ce que j'adore de manière générale, c'est les surprises en fait. Alors que dans une par l'intermédiaire d'une application et tout ça, on a une impression de contrôle qui est mentale, l'impression, et on peut du coup être beaucoup moins surpris que dans la vraie vie. L'autre aspect qui est essentiel dans le design et que j'ai pu constater pour moi, c'est que une des bases de la façon dont on vit notre design et de la façon dont on vit les relations, c'est notre type. Et si notre type n'est pas respecté, que ce soit dans notre vie tout seul ou dans nos relations, il y a de fortes chances que ça se passe pas bien. Je suis manifesteur. C'est à moi d'initier la plupart des choses qui se passent dans ma vie. Et avoir quelqu'un en face qui n'a aucune idée de ce que ça veut dire, ou qui a une vague idée mais qui ne l'applique absolument pas, c'est forcément compliqué pour moi. Donc, il y a une forme de tolérance de ma part. Quand je suis très bien disposée à l'égard de quelqu'un, si cette personne m'initie souvent, initie à ma place, par exemple des interactions, ça va pas forcément me gêner autant que pour d'autres, parce qu'il y a une forme de crédit que j'accorde à cette personne qui fait qu'elle a le droit de faire des choses entre guillemets incorrectes. Mais d'autant plus dans des relations qui sont déjà pas forcément très stables ou très marquées par une grande considération de l'autre ou quoi, sentir que l'autre initie pour moi, initie à ma place et me laisse pas l'espace d'initier, ça peut être très compliqué pour moi. Donc, à vous de voir, à vous qui écoutez, de voir comment ça se passe dans votre relation ou dans vos relations. Est-ce que vous vous sentez respecté dans votre type? Est-ce que vous sentez qu'en tant que générateur, on vous pose des questions, on sollicite votre réponse sacrale, etc. En tant que projecteur, est-ce que vous sentez qu'on vous invite? Est-ce que vous sentez qu'on vous reconnaît? En tant que réflecteur, est-ce que vous sentez qu'on vous laisse suffisamment de temps pour être qui vous êtes et choisir votre environnement, etc. Pour moi, en tant que manifesteur, un critère important, c'est est-ce que j'ai la liberté d'initier tout ce qui est important dans la relation, les interactions, les moments d'intimité, les moments de ceci ou de cela. Et est-ce que je me sens respectée dans mon type? Ça va passer aussi par exemple par le fait de savoir si la personne me donne beaucoup de conseils. Et ça, en tant que manifesteur, c'est toujours quelque chose qui est compliqué pour moi. Parce que c'est pas du tout naturel pour mon type de recevoir des conseils, des recommandations, et encore moins des demandes, et encore moins des injonctions, évidemment. Mais ça commence dès le conseil, où je peux sentir très clairement que la personne conseille à partir d'elle-même, et pas à partir de ce qui serait bon pour moi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu très très peu. Pour le dire vrai, souvent, c'est des projecteurs, en fait, qui arrivent à voir qui je suis vraiment et ce dont je peux avoir besoin et qui peuvent me faire des recommandations comme ça en fonction de ça, en fonction de ce qu'ils voient, parce que le projecteur a une acuité de regard particulière, etc. Quelques projecteurs dans ma vie, heureusement, qui ont ça et je les en remercie. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'est pas projecteur n'a pas le droit de me faire le moindre conseil. Simplement, pour moi, en tant que manifesteur, avoir quelqu'un qui me dit quoi faire, c'est forcément compliqué. Un autre aspect que j'ai constaté aussi récemment, que j'avais déjà vu avant, mais qui est particulièrement apparu ces derniers temps, c'est de voir à quel point la différence entre personnes émotionnelles et personnes non émotionnelles est vraiment déterminante dans une relation.
j'avais un peu cette idée que la différence entre sacral et non sacral, la différence entre les générateurs et les autres, était forcément au centre de tout, parce que ça induit des fonctionnements complètement différents. C'est vrai jusque dans une certaine mesure, mais je constate que, en tout cas pour moi personnellement, la différence entre émotionnel et non émotionnel est encore plus déterminante pour la, entre guillemets, réussite ou échec d'une relation. Je considère qu'il n'y a pas ni de réussite ni d'échec parce que toute relation, à partir du moment où elle est vécue, c'est une expérience et elle peut pas être ni réussie ni ratée. Mais il y a des expériences qui sont plus satisfaisantes ou qui m'apportent plus de paix ou plus de joie que d'autres. Et il me semble que le critère émotionnel est majeur. Ce que j'ai constaté, c'est que, en tout cas, dans le domaine particulier des relations amoureuses, des relations amicales ou autres, c'est un petit peu différent. Statistiquement, forcément, j'ai pas mal d'amis et de fréquentations qui sont des personnes non émotionnelles, et je ressens pas la chose aussi fort. Je ressens pas cette différence aussi forte que quand je suis moi émotionnelle en relation amoureuse avec une personne non émotionnelle. Souvent, j'ai un peu une sensation de froideur de la part des personnes non émotionnelles. Déjà simplement, des gens, alors du coup dans mon cas ce sont forcément des hommes puisque je suis hétérosexuelle, il s'agirait de comparer différemment, voir comment ça se passe pour d'autres personnes, mais dans mon cas du coup ça rentre un petit peu dans les clichés, désolé, stéréotypés, genrés, de moi qui suis une femme pleine d'émotions face à un homme non émotionnel, donc sacral ou splénique par exemple, et je peux avoir cette sensation de froideur d'un homme en l'occurrence qui déjà peut avoir du mal à dire comment il se sent. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est traversé par des émotions? Puisque par définition, quand on est ensemble, il sera beaucoup plus traversé par mes propres émotions que par les siennes. Et donc déjà, c'est quelque chose qui est un peu gênant pour moi d'avoir face à moi quelqu'un qui sait pas déjà nommer ses propres ressentis, mais aussi simplement quelqu'un qui peut être relativement stoïque face à moi très émotionnel. Donc, avec la maturité, j'apprends à trouver le bon là-dedans. Et c'est aussi très très apaisant pour moi d'avoir quelqu'un, par exemple de non émotionnel ou d'émotionnel, mais plutôt de non émotionnel, face à moi, qui reste stoïque justement. Suivant mon état, et on va dire encore une fois, quand je suis bien disposée à l'égard de quelqu'un, ça se passe très bien. Quelqu'un qui me voit traversée par des vagues émotionnelles dans tous les sens, qui me dit « Ah ah, il se passe beaucoup de choses chez toi ». Et juste une constatation comme ça me permet de prendre moi-même du recul par rapport à mes propres émotions et à me dire oui, c'est vrai, il se passe beaucoup de choses, mais c'est pas forcément significatif. En tant que personne émotionnelle, je n'ai pas de vérité dans l'instant, comme dit le design. Donc effectivement, on est au spectacle, on voit qu'il y a plein de vagues émotionnelles qui passent en moi, et c'est tout. En fait, il n'y a pas de conclusion plus que ça à en tirer. Il y aura peut-être une action à en tirer plus tard, une fois que ça se sera calmé, mais là, pour l'instant, on accumule des informations. Telle et telle chose déclenche telle et telle émotion chez moi, mais c'est tout. Ça veut pas dire que c'est bien ou pas bien, et ça veut surtout pas dire qu'il faut agir dessus. Donc on est vraiment juste au spectacle et on regarde ce qui se passe. J'ai connu des situations où moi, personne émotionnelle, face à quelqu'un de non émotionnel, je passe pour hystérique. Et ça, c'est forcément compliqué à vivre. Entre-temps, la personne non émotionnelle en question m'a fait le retour qu'elle s'était rendue compte qu'effectivement, elle n'avait pas forcément agi d'une façon très correcte parce que elle m'avait en gros accusé d'être hystérique, c'est pas forcément le mot que cette personne a utilisé, que cet homme a utilisé, mais cet homme ne voulait absolument pas voir sa part d'émotionnalité dans la relation, et que c'était pas forcément ma faute ou ma responsabilité si j'étais hystérique, et qu'il avait peut-être pu, par son comportement, contribuer à certains problèmes qu'on avait pu avoir ensemble. Disons que voilà, avec l'âge, la maturité, le recul, etc., et puis chaque relation étant différente, je peux le vivre différemment aujourd'hui, mais il peut me rester dans certains cas une sensation comme ça que moi, émotionnelle, je suis trop pour une personne non émotionnelle, trop agitée, trop voilà, hystérique ou trop je sais pas quoi. Et l'autre élément important, évidemment, c'est qu'à partir du moment où une personne n'est pas émotionnelle, elle a une autre autorité. Et si c'est une autorité sacrale ou une autorité splénique, ce qui va être le plus fréquent, ce sont des autorités qui sont beaucoup plus rapides. L'autorité émotionnelle est très lente. En plus, moi, j'ai une définition triple, ce qui me ralentit encore plus. Donc, quand je suis face à quelqu'un qui réagit par son sacral, pour un générateur sacral,
ou avec son splénique pour un projecteur splénique, comme j'ai pu le connaître. J'ai pas connu de manifesteur splénique, mais je pense que ce serait plus ou moins la même chose. Ce sont des gens ce sont des autorités existentielles, des gens qui sont dans l'instant et qui réagissent en fonction des signaux de leur corps dans l'instant. Alors que moi, j'ai toujours besoin d'un moment de latence, plus ou moins important, ça peut être de l'ordre de quelques secondes ou de beaucoup plus long, de quelques heures ou quelques jours. J'ai toujours besoin de ce moment de latence, et quand je suis face à quelqu'un de très rapide, forcément c'est compliqué. Et plus ça va, plus j'avance dans mon expérimentation, plus je vois que j'ai vraiment besoin de prendre mon temps. Oui, je suis un être énergétique, le manifesteur est un être énergétique comme les générateurs, mais c'est pas pour ça que je suis censée faire des trucs tout le temps. C'est même pas le cas en fait de qui que ce soit, en vrai, même les générateurs manifesteurs avec beaucoup de moteurs, etc. Personne n'est censé faire des choses tout le temps. Et je me rends compte vraiment à quel point, en plus avec mon corps passif, j'ai vraiment besoin de beaucoup de temps de passivité, de ne rien faire, de lenteur, de laisser émerger les choses lentement, et l'action viendra au moment où elle doit venir. Et ça, être dans une relation où je me sens pressurisée par rapport à ça, c'est très très inconfortable. Et ça peut être aussi une question de pression de la racine, évidemment, parce que ma racine est non définie. Donc, comme j'ai que 2 centres non définis dans mon schéma, le sacral et la racine, je me retrouve très souvent en configuration 9-0, c'est-à-dire en relation avec quelqu'un, nous définissons ensemble tous les centres, donc forcément ma racine et mon sacral. Donc je peux être conditionnée par la racine avec cette pression que me met la relation, même si c'est pas forcément l'autre personne délibérément évidemment, ou même énergétiquement qui me met la pression. Mais ça fait que je me sens souvent pas autorisée dans la relation à être aussi lente que c'est bon pour moi. Je peux être en relation avec des gens qui ont une autorité encore plus lente que la mienne, par exemple le projecteur mental. Et là, je sens effectivement que quand on est suffisamment détendus tous les deux, il y a cette lenteur qui est là, qui est présente. Alors, pas toujours évidemment, parce que le mental fait parce que la vie fait que, on est poussé souvent à sortir de cette lenteur qui pourtant nous fait du bien. Mais quand elle peut s'installer et quand c'est ok et que c'est su et assumé, c'est quand même très très confortable. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut être important. Et je pense qu'à contrario, ça peut être très inconfortable pour une personne existentielle, que ce soit donc un sacral ou un splénique, d'être face à quelqu'un d'émotionnel qui a besoin de temps. La personne qui est comme ça très rapide, se retrouver ralenti par une autre personne à l'extérieur, ça peut être aussi très inconfortable, évidemment. Comme ça peut ne pas l'être. Ça dépend évidemment des configurations de chacun, des accords qu'on passe. Est-ce qu'on est obligé de tout faire ensemble? Est-ce qu'on peut... Il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu, évidemment. Mais pour moi, personnellement, être dans une relation où j'ai le temps d'être aussi lente que c'est bon pour moi, c'est quand même super agréable. Et pour finir, une dernière chose que j'ai remarqué récemment et que j'avais pas forcément remarqué avant, parce que ça s'était pas présenté. Ah oui, je voulais préciser quand même aussi au sujet de cette histoire de émotionnel non émotionnel, c'est qu'en fait, moi j'ai grandi dans une famille d'émotionnels. Statistiquement, c'est assez improbable, mais la plupart des personnes de ma famille proche sont émotionnelles, et donc c'est familier pour moi. Alors qu'une personne non émotionnelle a toujours, comme je disais, peut avoir quelque chose de froid pour moi, et c'est pas familier, et je sais pas comment me comporter avec ces gens-là. Donc évidemment, une fois que la relation est installée, qu'il y a de la confiance, etc., bon, c'est pas un obstacle majeur, évidemment, mais je peux sentir, quand je regarde les schémas des personnes que je fréquente, avec les émotionnels, il y a quelque chose de beaucoup plus familier pour moi, où on peut être dans les fusions, on peut être dans l'excès émotionnel, on peut être dans les superlatifs, etc. Et ça gêne personne et on sait que ça va passer, et c'est normal. Même des gens qui sont pas dans le design, ils sont dans quelque chose comme ça d'émotionnel, c'est naturel pour eux, c'est normal. Mes émotions ne leur font pas peur, leurs émotions me font pas peur, c'est quelque chose de naturel et familier. Et forcément, du coup, avec les non-émotionnels, j'ai pas forcément ça. Il peut y avoir une familiarité qui s'installe sur d'autres plans, évidemment, mais voilà, c'est simplement un détail que je voulais relever. Et pour finir, donc, un élément que j'avais pas forcément remarqué jusqu'à présent, c'est la différence aussi quand je suis en relation avec des gens qui ont la tête et ou l'ajna définis ou pas. Encore une fois, statistiquement, encore une fois, c'est improbable, mais c'est comme ça. Dans ma famille, on a tous la tête et l'ajna définis. Et encore une fois, c'est quelque chose donc qui est familier pour moi. Et j'ai pu remarquer récemment la différence quand je suis en relation avec des gens qui n'ont pas cette tête et cet ajna défini. Je n'ai pas
j'ai pas fait des études statistiques très poussées sur toutes les personnes que je fréquente, etc. Mais jusqu'à présent, j'ai constaté quand même que ça donne aux gens qui ont la tête et l'ajna non définis un aspect très sur d'eux et en même temps qui sonne pour moi faux. C'est-à-dire des gens qui sont... Alors, en sachant que vouloir paraître sûr de soi, c'est le non-soi de l'ajna non défini, c'est-à-dire l'ajna non défini n'est pas censé avoir des opinions arrêtées, et comme il est inconfortable, comme le mental est inconfortable dans le fait de ne pas avoir d'opinion définie, il va fabriquer une certitude mentale de je suis sûr de mon fait, sauf que c'est fake, c'est fabriqué, c'est faux, et plus ça va, plus j'arrive à le sentir. Effectivement, me retrouver dans des relations comme ça avec des personnes au tête ajna non définies, je ressens, alors au premier abord, il y a un côté que je trouve assez attirant, de gens qui sont justement sûrs d'eux, alors que moi, en tant que personne émotionnelle, définition triple, relativement lente, etc., ben, j'ai aussi du mal à établir des opinions définitives sur certaines choses, etc. Et j'ai toujours trouvé attirant les gens qui ont l'air sûrs d'eux. Peut-être aussi mon profil 5.1, entre les projections, entre le côté investigateur, qui est jamais sûr, etc. Ma motivation en première couleur, c'est-à-dire motivation d'investigation, d'être dans cette incertitude et d'avoir besoin d'investiguer pour justement aller chercher la certitude. Quand je suis face à des gens qui sont très sûrs d'eux, je trouve ça très sexy d'une certaine façon. Mais suivant le contexte et suivant l'évolution de la situation, et encore une fois tout un tas de paramètres, il peut arriver que je constate que cette tête et ajna définies, non définies, ont quelque chose de faux, et ils peuvent affirmer avec une certitude un élément ou une opinion ou quoi, et la même chose exactement dans le contraire le lendemain ou quelques heures après. Et moi, ayant la tête et l'ajna définie, ça me gêne pas plus que ça. Je vois passer, je me dis tiens, il ou elle a changé d'avis. Mais du coup, ça fait s'écrouler complètement cette façade de certitude que la personne peut présenter. Et je me rends compte encore une fois que c'est plus familier pour moi avec des gens qui ont la tête et l'ajna définis, parce qu'ils sont dans leurs opinions. Ils en font pas une affaire d'identification, une affaire identitaire. C'est pas je suis mes opinions et à partir du moment où tu attaques mes opinions, tu m'attaques moi. Les gens avec qui je discute et qui ont une tête et ajna définis, ils ont leurs propres opinions, ils se les font au fur et à mesure, ils en font pas une affaire d'ego, c'est bon, c'est comme ça, c'est leur truc. C'est pas forcément figé, ça peut l'être évidemment, mais en tout cas dans ce que j'ai ressenti dans mon expérience, c'était ça, c'est les gens avec cette tête et ajna non définis mettent sur pied de façon artificielle des apparences de certitude qui tiennent pas longtemps en fait. Et je trouve ça un peu un peu difficile du coup pour moi dans leur relation parce que ça fait un décalage quoi. Voilà donc pour moi ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. J'espère que ça aura été intéressant pour vous et puis que ça vous donnera l'envie de continuer à explorer vos relations d'une façon consciente et éclairée. À bientôt!